il convient de rappeler ses propos incisifs dans son précédent travail, Affaire Karim Wade Macky Sall. Dans cet ouvrage, il nous propose des réflexions qui résonnent encore aujourd'hui. Monsieur Mame Biram Wathie, merci pour ces récits captivants qui suscitent rire et larmes, tout en incitant à la réflexion. Nous sommes prêts à vous écouter attentivement et à suivre votre parcours riche en découvertes et en révélations. Je vous remercie infiniment. Le programme qui va suivre, ce sera de donner la parole à l'auteur pour qu'il nous parle, pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il a voulu écrire. Voilà Mame Biram, Dalal ak Jàmm. Mame Biram, vous avez la parole. Merci. Je me dois quand même, à l'image des lutteurs du Sénégal, m'appesantir beaucoup sur les remerciements. Depuis que j'ai annoncé ma volonté de faire une tournée, en commençant bien entendu par la France, donc ils n'ont ménagé absolument aucun effort pour que cette manifestation non pas ait lieu, mais se passe dans les meilleures conditions. Donc si mon discours devrait être résumé en 30 minutes, je n'aurai aucune gêne à consacrer les 25 minutes à les remercier. Donc, ceci étant dit, je remercie également les sommités qui sont présentes ici. Donc, j'ai un peu tiqué quand Grand Kader m'a présenté la liste, me disant que effectivement, ce sont ces éminences-là, c'est avec ces éminences-là que tu auras à échanger lors de la cérémonie. Donc, contrairement à ce qui s'est passé au Sénégal, où nous avions véritablement une présentation comme à proprement parler. Parce qu'il s'est agi, je ne sais pas si vous l'avez suivi ou pas, il s'est agi dans un premier temps de présenter la couverture du livre, de présenter la forme du livre, comment ça a été écrit, de revenir sur la préface dont l'auteur était sur place, qui en a parlé. Donc, il y a eu également une présentation dans le fond. Donc, on peut dire que c'était en quelque sorte le livre dans pratiquement tous ces aspects qui a été présenté. Donc, aujourd'hui, je pense que nous n'allons pas nous appesantir sur la présentation du livre en tant que tel. Donc, comme M. Kader l'a dit, je vais en quelque sorte revenir un peu sur ce qui m'a incité véritablement à vouloir écrire ce que certains appellent une anti-falsification. Donc, revenir pour expliquer pourquoi ce livre-là ne pouvait pas véritablement manquer, mais également expliquer un peu à certains, puisque comme un ami l'a indiqué, quand vous parcourez le livre, je ne vous apprends rien du tout. Tout ce que je relate dans le livre, nous l'avons tous vécu. Peut-être de manière saccadée, on n'a pas eu le temps de prendre le recul nécessaire pour analyser les événements et regarder les liens qu'ils avaient les uns avec les autres. Donc c'est ce travail-là que je me suis proposé de faire, parce que quelque part, si on écoute certains, on peut penser, et je l'ai très bien expliqué dans l'avant-propos de l'ouvrage, donc on pourrait penser quelque part que le président, je ne sais même pas si je dois toujours l'appeler président, en tout cas Macky Sall, certains ont pensé que Macky Sall a tout simplement pensé que Ousmane Sonko, peut-être que son nom ne lui plaît pas,
ou bien que sa tronche ne lui plaisait pas, il se dit que ce gars-là ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Il ne sait absolument pas, il n'a pas été question de ça. Dans l'ouvrage, j'explique effectivement que l'arrivée de Ousmane Sonko ou bien du parti PASTEF dans l'arène politique peut être perçue quelque part comme une certaine délivrance. Dans le livre, il y a un chapitre, celui qui précède véritablement les parties où il est question de Ousmane Sonko. Ce paragraphe-là, je l'ai intitulé « Macky Sall, le tout-puissant Almami ». Parce que si vous faites très bien le calcul, ou bien si vous observez bien, vous vous rendez compte quelque part qu'entre 2012 et 2019, Macky Sall a tout fait pour véritablement faire de sorte que aucun Sénégalais ou bien aucun homme politique qui a une certaine envergure, qui peut quelque part l'amener, comme en 2019, à aller au second tour, toute force à même d'annihiler ses projets. Il a tout fait pour véritablement l'écarter de son chemin. Avant Ousmane Sonko, il a été question de Khalifa Sall. Khalifa Sall éliminé, on passe à l'élection présidentielle de 2019. Macky Sall dit l'avoir remporté au premier tour. Et c'est là maintenant que l'on se rend compte véritablement du véritable visage de Macky Sall, ou véritablement de la volonté réelle de mettre la main de façon vraiment, je ne dirais pas définitive, mais en tout cas de façon incontestable, la main sur le pouvoir, faire de sorte que celui qui allait le remplacer à la tête de l'État soit quelqu'un que lui-même aura désigné. Donc, Macky Sall, tout-puissant Almami, jusqu'en 2019, quand au lendemain de ce que l'on a appelé sa réélection, nous avons tous constaté qu'à la place de la réalisation, ou bien du début de réalisation des différentes promesses qu'il avait eu à faire, Macky Sall, au lendemain de son élection, la première décision qu'il avait eu à prendre, c'est tout simplement de supprimer le poste de Premier ministre. Donc, je ne sais pas si vous-même aviez fait le constat ou pas, mais vous pouvez vous rendre compte que dès cet instant-là, Macky Sall s'est dit que, parce qu'au Sénégal, le poste de Premier ministre souvent est perçu comme étant, ou bien, disons, la primature est perçue comme étant l'antichambre même de la présidence de la République. Donc, nous avons eu de nombreux candidats à l'élection. Ils n'ont été, comment dire, ils ont été, je peux dire, poussés par cette station primatoriale qu'ils ont eu à gérer, et que, d'accord, et que à travers cette suppression, Macky Sall a tout simplement voulu nous montrer que l'élection présidentielle était certes passée. Lui, il n'avait pratiquement plus grande ambition, à part, quelque part, on lui prêtait la volonté de vouloir briguer un autre mandat. Mais moi, j'ai toujours dit, je ne sais pas si vous avez eu à faire le constat, mais à travers mes lives, je ne pensais pas que j'aurais des coups de sueur ici à Paris. J'ai été même surpris par les rayons du soleil, tellement on m'a dit que ici c'est glacial.
C'est vous qui l'avez amené, hein? Oui. Ah, d'accord. Merci. Donc, je disais que Macky Sall, au lendemain de sa réélection en 2019, nous avons tous constaté, ou sinon ceux qui s'intéressent véritablement à la politique au Sénégal, comment elle fonctionne, comment ça marche, ont compris en 2019, au lendemain, vous ne m'entendrez pas dire au lendemain de l'élection de Macky Sall. Je dirai toujours au lendemain de ce que Macky Sall a appelé sa victoire. Donc, pour plusieurs raisons, peut-être que je n'aurai pas le temps de développer ici, mais pour vous qui me suivez depuis un certain temps, vous pouvez réellement comprendre que moi, je n'ai jamais accordé de crédit à cette élection présidentielle de 2019. Donc, je me suis... Une élection où on voit des enfants voter, où on nous dit que pour une seule et unique, pour la localité du Fouta, on a enregistré pratiquement le même nombre d'électeurs qu'à Thiès ou à Diourbel, les deux régions les plus peuplées à part Dakar. Donc, beaucoup de choses se sont passées lors de ces élections qui m'amènent à considérer qu'elles ne se sont pas déroulées dans la plus grande transparence, ou bien même dans la transparence pour ne pas utiliser de superlatifs. Donc, pour dire que, véritablement, Macky Sall, après sa réélection, a perçu Pastef comme véritablement l'objectif pouvant l'empêcher véritablement d'atteindre l'objectif qu'il voulait de se choisir un remplaçant. Parce que certains ont cru que Macky Sall voulait réellement briguer un troisième mandat pour rester au Sénégal après 2024. Moi, j'ai toujours battu en brèche cette théorie-là. J'ai toujours indiqué que en arrivant au pouvoir en 2000, parce que je suis allé au-delà de Macky Sall, pour véritablement parler de la gestion de Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, quand il est arrivé au pouvoir en 2000, presque il avait officiellement 74 ans. À un moment, il était ici à Paris. Il était même découragé. Ce sont les Abdoulaye Bathily, les Ahmad Dansokho et autres qui l'ont convaincu de revenir au Sénégal et de participer à l'élection présidentielle de 2000. Maintenant, quand Abdoulaye Wade a remporté l'élection présidentielle et qu'il a commencé à dérouler, il s'est dit que, quelque part, et bof, il ne s'est pas dit, il l'a dit de façon vraiment très audible, qu'il voulait que les libéraux fassent 50 ans à la tête de l'État du Sénégal. Vous comprenez qu'en 2000, donc j'ai parlé tout à l'heure, parce que ça aussi, c'est une incongruité de la politique au Sénégal. Parce qu'ici en France, on vous dira que les communistes et les socialistes sont de gauche. Et que on peut s'attendre à ce qu'il y ait des affrontements ou bien une certaine compétition entre cette gauche-là et la droite. Mais au Sénégal, il y a des partis politiques qui se disent de gauche et qui ont passé tout leur temps à combattre le Parti socialiste. C'est le cas du PIT, c'est le cas de la LD, c'est le cas également de l'autre parti-là, AJ. Donc, je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais ce sont des partis qui se disent de gauche, mais qui ont passé des décennies à combattre le Parti socialiste et qui ont fait qu'Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir. Maintenant, quand Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, il s'est dit que ces socialistes-là, il faut qu'on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes, puisque 40 ans, ils ont géré le pays. Maintenant, ça doit être le règne des libéraux. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre comment la politique au Sénégal marchait. Certains ont pensé que Macky Sall voulait briguer un autre mandat pour rester à la tête du pays après 2024. Alors qu'en réalité,
ce qui intéressait Macky Sall, c'est de se présenter pour un troisième mandat et d'entraîner tous ces partis dits de gauche à la débâcle. C'était ça véritablement son objectif. Maintenant, si tous les partis de gauche sont envoyés à la retraite, il va sans dire qu'il y a quelqu'un pour qui Macky Sall est en train de baliser la voie. Et cette personne-là, c'est pratiquement à quelques semaines, je dirais, ou bien à quelques jours de l'élection présidentielle de 2024, que les Sénégalais l'ont su. Que les Sénégalais l'ont su. La candidature de Ousmane Sonko a été invalidée. Rien ne s'est passé au Sénégal. Les gens se sont même dit que Macky Sall, en invalidant la candidature de Ousmane Sonko, veut inciter les jeunes à descendre dans la rue et ainsi profiter de ce chaos-là pour davantage rester au pouvoir, non pas pour un autre mandat, mais pour une période de transition qui lui aurait permis véritablement de mettre en avant le candidat pour lequel il s'est longtemps battu. Je dois dire que avant cet ouvrage, j'avais déjà écrit un autre livre, un autre ouvrage, un décryptage, une analyse, dans laquelle j'expliquais qu'en réalité, les libéraux qui se disent en opposition sont en réalité de connivence. Ils incarnent le pouvoir et incarnent en même temps l'opposition. J'ai dit dans le livre, j'explique dans le livre ce que j'appelle le triangle libéral. Le triangle libéral, c'est que il y a Abdoulaye Wade, le patriarche, le gourou, qui est là, avec ses enfants, et son souhait, c'est que ceux-ci le remplacent à la tête de l'État pour au moins 50 ans. Maintenant, pour ce faire, il avait non seulement besoin de se débarrasser des socialistes qui sont les adversaires naturels des libéraux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais au Sénégal, c'est comme ça que l'on perçoit la chose. Donc, les socialistes sont les adversaires naturels des libéraux. Maintenant, si je me débarrasse des socialistes définitivement, ce sont les libéraux qui vont se relayer à la tête de l'État pour, disait-il, 50 ans. Ainsi, je l'explique dans l'ouvrage, en 2004, c'est en 2004 qu'il a véritablement commencé à manœuvrer. Et c'est en 2004 que ce que j'appelle le triangle libéral a commencé à se dessiner. Abdoulaye Wade, le patriarche, constitue un angle de ce triangle-là. Macky Sall constitue un autre angle de ce triangle-là. Et Idrissa Seck est le troisième angle. Regardez bien, en 2012, déjà, quand il s'est agi d'élire un nouveau président de la République, en 2012, Idrissa Seck a passé tout son temps à la place de place de l'Indépendance. Tout son temps, il n'a pas battu campagne. Il a passé toute la période de la pré-campagne à vilipender Abdoulaye Wade. Il est même venu ici nous trouver, je ne sais quel constitutionnaliste, le Carcassonne là, pour nous l'amener au Sénégal, nous dire que voilà le plus grand juriste de France. Il dit que Abdoulaye Wade n'a pas droit à un autre mandat. Mais pendant qu'Idriss Seck poussait les autres opposants à aller à la place de l'indépendance, mais Macky Sall et Abdoulaye Wade étaient sur le terrain en campagne. Et c'est la même chose qui s'est passée en 2019. Pendant qu'Abdoulaye Wade appelait à brûler les urnes, Idriss Seck et Macky Sall étaient en campagne. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. En 2019, quand Macky Sall partait au nord, Idriss Seck partait au sud, au moment où Abdoulaye Wade appelait à brûler les lieux de vote, les bulletins de vote, à incendier les isoloirs. C'est une stratégie. Le triangle libéral, les deux vont à l'élection, l'autre se charge de divertir les opposants, plus particulièrement. Parce que en 2012, quand Idriss Seck se battait à la place
de l'indépendance, disant que l'élection ne peut pas avoir lieu puisque Abdoulaye Wade n'a pas droit à un autre mandat. Mais les candidats qui l'ont suivi dans son combat, ils ont eu combien après le vote? Ils ont eu des 2% et des 5%. Maintenant, Macky Sall, qui avait compris dès cet instant-là qu'il fallait aller à la rencontre des Sénégalais, parce qu'en définitive, ce sont eux qui votent. Il est parvenu à engranger 27%, qui lui a permis de se qualifier au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc tout part de là. Mon premier ouvrage, ce qui l'a véritablement inspiré, parce que je suivais le procès de Karim Wade. Je le suivais, je partais même au tribunal suivre ce procès-là. À un moment donné, je me suis dit, mais cette affaire-là ne peut absolument pas être une affaire sérieuse. Vous vous rendez compte, le procureur de la CLEI, il organise une conférence de presse, il nous donne les noms de 25 responsables libéraux qui auraient mis le Sénégal en faillite. On attendait à ce que ces 25 personnes-là soient poursuivies et que la preuve de leur culpabilité soit établie. On s'est rendu compte qu'en fin de compte, il n'y a que Karim Wade qui a été jugé. Et j'ai dit que la CREI est un instrument de victimisation. Si moi, Mame Birame Wathie, je détournais de l'argent ou je tuais quelqu'un de manière vraiment sans aucune équivoque, je suis le coupable. Si on amène la CREI pour me juger, 2 mois après, beaucoup d'entre vous auraient eu pitié de moi. Beaucoup d'entre vous trouveraient que ce procès-là n'est pas équitable, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous m'avez vu effectivement assassiner quelqu'un. Parce que c'est la CREI qui est faite ainsi. Abdou Diouf l'a créée en juin 1981. Il venait d'arriver au pouvoir, il n'était pas politicien. Senghor l'a parachuté devant des ténors comme Moustapha Niasse, comme Djibo Leyti Ka. Il a voulu avoir un instrument lui servant véritablement, pouvant lui permettre véritablement de ferrer ou bien de tranquilliser ces barons socialistes-là devant qui Senghor l'a parachuté. C'est dans ce contexte-là que la CREI a été créée. De 81, juillet 81 à 2012, quand il s'est agi de juger Karim Wade, la CREI n'avait eu à faire que dans 3 dossiers. Et ceux qui étaient même incriminés, je crois bien qu'ils n'ont pas été en définitive condamnés. Donc pour dire que pendant plus de 30 ans, cette CREI qui était en train de dormir, Macky Sall savait très bien qu'en l'utilisant contre Karim Wade, il allait en faire une victime. Et pourtant, je l'ai dit, je l'explique dans le livre, ce que Karim Wade a fait au Sénégal, la CREI ne l'a pas établi. Je donne juste l'exemple, et je l'écris dans l'ouvrage, de l'aéroport de Diass. L'aéroport de Diass, c'est Abdoulaye Wade qui a signé en 2005 un décret pour dire que nous voulons construire un nouvel aéroport qui sera financé non pas par des aides, mais par ceux qui vont passer par l'aéroport de Dakar. Ainsi, il dit dans le décret que tout passager qui quitte l'aéroport Léopold Sédar Senghor, parce que c'est lui qui existait autant, tout passager qui passe à l'aéroport pour quitter le Sénégal, on ajoute 30 € sur son billet d'avion. Ces 30 € sont récupérés et versés dans un compte séquestre qui était établi ici, je pense à Lyon ou quelque chose du genre. C'est ce qu'on nous avait dit. Le décret a été modifié en 2000, c'était en 2005. Ça a été modifié dans un premier temps en 2008. C'est passé de 30 € à 45 €. Tout passager qui passe à l'aéroport, sur son billet d'avion, il est ajouté 45 €
qui vont directement être versés dans un compte et on nous disait que les montants qui seront ainsi accumulés permettront la construction du nouvel aéroport de Dakar. Vous vous imaginez de 2005 jusqu'en 2019, de 2005 jusqu'en 2019, tout passager qui est passé à l'aéroport de Dakar a payé soit 30, soit 45. En 2011, le même décret a été modifié et cette redevance est passée de 45 à 54 euros. À 54 euros. Quand moi j'ai fait mes investigations, il se trouve que chaque année, mais c'est des milliers et des centaines de milliers de passagers qui passent à l'aéroport. Vous vous imaginez pendant 14 ans, tous les jours, chaque passager qui passe à l'aéroport laisse là-bas au minimum 30 euros. Où est cet argent-là? Vous ne retrouverez nulle trace de cette affaire-là dans le jugement rendu par la CREI. Personne n'en a parlé. Tout comme on n'a pas parlé, mais des cocotiers, Karim Wade nous a dit qu'un arbre, ça nous a coûté presque 1 milliard. Un arbre. Mais rien de tout ça n'a intéressé la CREI. Tout ce qui importait cette CREI-là, c'est de victimiser véritablement Karim Wade, en faire l'agneau du sacrifice. Et Macky Sall, non content d'avoir, certains disent, ressuscité la CREI, non content d'avoir ressuscité la CREI, il est allé même jusqu'à limoger le procureur de la CREI en pleine audience. En pleine audience. Donc pour dire, et je pouvais être là à expliquer, à donner davantage de détails sur les méfaits que Karim Wade a fait et dont il n'a pas été poursuivi au finish. Pour dire que ce Karim Wade-là plutôt, c'était un lapsus, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière, c'est juste un lapsus, quoi. Donc, ce Karim Wade-là, vous avez tous constaté, j'ai dit tout à l'heure que quand la candidature de Karim Wade a été invalidée, rien ne s'est passé. Mais quand celle de Karim Wade a été invalidée, qu'est-ce qui s'est passé? Macky Sall a annulé l'élection. Ah, vous avez oublié. Quand la candidature de Karim Wade a été invalidée, Macky Sall a annulé tout bonnement l'élection. Donc, ce que je disais, parce que pour moi qui ai écrit en 2016 que les libéraux sont tous ensemble, en 2016, avant même l'élection présidentielle de 2019, j'avais dit que Maître Abdoulaye Wade ne participerait pas à cette élection, il reviendrait de France appelant à saboter, appelant à boycotter le scrutin. Je l'ai écrit en 2016, dans mon premier ouvrage. Donc quand en 2019, il n'a même pas attendu de rentrer au Sénégal pour appeler au sabotage des élections, qui était surpris? Tout le monde sauf moi. Je n'étais pas surpris, tout comme je savais qu'il n'allait pas soutenir Ousmane Sonko en 2019. Et pourtant, si Abdoulaye Wade était réellement en contradiction avec Macky Sall, mais le règne de Macky Sall allait se terminer en 2019. Tout le monde le sait. Abdoulaye Wade, avec peut-être, je ne sais pas, il continue toujours à garder une certaine popularité et une certaine influence. Donc certains disent même que quelle que soit l'élection, le Parti démocratique sénégalais parvient toujours à rassembler au moins 500 000 voix. On le dit. Donc, c'est quelque chose que peut-être le PDS doit à Maître Abdoulaye Wade. Mais Abdoulaye Wade, fort de cette popularité, fort de ce soutien des populations, il dit en 2019 que Macky Sall moo toroxal doomam, que Macky Sall a humilié
son fils, que Macky Sall a envoyé son fils en prison, que Macky Sall l'a trahi. Mais ce qu'on pouvait attendre de lui, c'est qu'en 2019, Ousmane Sonko était là, Idrissa Seck était là, pour nous débarrasser de Macky Sall, mais il n'avait qu'à soutenir soit son Ousmane Sonko, soit Idrissa Seck, et on n'entendrait plus parler de Macky Sall. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il est revenu au Sénégal, il a appelé au boycott. Quand tu appelles au boycott, quand tu demandes à ce que les gens saccagent les bureaux de vote, mais c'est un soutien implicite à celui qui gère le pouvoir. C'est un soutien implicite à celui qui gère le pouvoir. Maintenant, c'est également comme ce qui s'est passé aux élections législatives de 2022. Quand moi je suis arrivé à un plateau, c'était l'émission Grand Place, je participais jusqu'alors à cette émission-là. Donc on vient comme ça, on nous dit que durant la nuit, Yewwi Askan Wi et Wallu Askan Wi ont créé une intercoalition. J'ai dit qu'une erreur ne peut pas être plus grande que celle-là. Je l'avais dit. Pourtant, à l'émission, quand je tenais ces propos, il y a des amis qui m'ont interpellé pour me dire « Mais l'opposition qui se réunit, tu dis que ce n'est pas une bonne idée. » Je dis non, c'est pas l'opposition qui se réunit. Il y a l'opposition, mais il y a également une autre position. Et si vous voulez rassembler ces gens-là pour aller à l'assaut de Macky Sall, mais ce qui va se passer, c'est que quand véritablement vous tiendrez Macky Sall et qu'il ne resterait plus qu'à lui mettre le coup de grâce, vous verrez que l'autre position va prendre une autre position. Et c'est ce qui s'est passé avec Yewwi Askan Wi. Et c'est ce qui s'est passé avec Yewwi Askan Wi. Entre le mois de janvier 2024 et le 24 mars 2024, je ne parlerai même pas de la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Ça s'est déroulé bien avant. Mais il y a des projets de loi que, Benno Bokk Yakaar, avec ses 82 députés, ne pouvait pas véritablement faire passer. Il a fallu que Wallu Askan Wi, que Yewwi Askan Wi a aidé à avoir 27 députés, aillent s'allier à Benno Bokk Yakaar. Ou bien vous avez oublié ça? Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Donc quelqu'un m'a dit que nous avons constaté que votre ouvrage, vraiment dans les 2 premières parties, vous faites beaucoup de développement, vous donnez beaucoup de détails, mais on sent qu'à la fin, le texte est plus ou moins saccadé, que vous allez, que l'écriture est rapide, que les événements se sont succédés à un tel enseigne que quelque part on pourrait ne pas s'y retrouver. J'ai répondu que entre mars 2023 et mars 2024, prenez le temps de voir tout ce qui s'est passé au Sénégal. Cette année-là, uniquement, tout ce qui s'est passé au Sénégal. Les événements se sont succédés à un rythme que même nous, on se perdait dans nos analyses. Parce que, je prends l'exemple de la journée du mercredi 6 mars 2024. Mercredi 6 mars 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne parle pas de 1990, je parle du 6 mars 2024. Non, les élections, c'est février. Mais en une journée, on a voté la loi d'amnistie. En une journée, on a voté la loi d'amnistie. En cette même journée-là,
Macky Sall a accepté que l'élection se tienne le 24 mars. Le 24 mars, oui. En une seule journée, les députés se sont retrouvés à l'hémicycle pour voter la loi portant amnistie. Le même jour, le porte-parole de la présidence a fait un communiqué annonçant aux Sénégalais que la date de la présidentielle a été fixée au 24 mars. Donc, pour dire que dans une seule journée, vous avez vu tout ce qui s'est passé. En une seule journée. Donc, pour dire que cette journée est à l'image des 2 ans passés qu'on a vécu au Sénégal. Les injustices, en tout cas, tout ce qui suivait l'actualité au Sénégal ont compris, on avait constaté véritablement qu'on était même sorti dans ce qu'on pourrait appeler une république. Macky Sall se considérait tout simplement comme un roi, comme un suzerain, quelqu'un qui a tous les moyens et qui n'hésite pas véritablement à les utiliser. Rien ne pouvait expliquer que Macky Sall, et je pense que j'y ai quelque part, j'ai accordé beaucoup de temps à ça pour tout simplement dire que Macky Sall élu en 2012, pendant que les Sénégalais votaient à hauteur de 65% pour lui au Mali, Amadou Toumani Touré se faisait chasser par des militaires. Donc la démocratie sénégalaise était donnée en exemple. Le Sénégal pouvait véritablement se prévaloir d'une grande liberté de ses citoyens. Le Sénégal pouvait véritablement, comme effectivement ce qui se passe dans nos organisations sous-régionales, se montrer en exemple, demander aux autres de copier sur le Sénégal. Donc en 2012, Macky Sall a été élu dans ces circonstances, dans ces conditions. Comment ça se fait? 12 ans plus tard, pour qu'il soit remplacé, il a fallu que plus de 80 personnes soient tuées. Plus de 2000 personnes soient envoyées en prison. Je ne parle pas des menaces quotidiennes que nous, les figures médiatiques, subissions. Je ne parle pas de cette pression-là. Je parle du sang et, les larmes qui ont été versées, des sanglots qui ont retenti, pour que tout simplement Macky Sall daigne organiser une élection à l'image de celle qu'il a portée à la tête du pays. Donc j'avais dit qu'il fallait revenir sur tout cela qui s'est passé au Sénégal. C'est vrai qu'on ne peut pas véritablement revenir en détail sur les événements ou bien sur tous les événements qui se sont déroulés. J'expliquais dernièrement à Cheikh Bara Ndiaye que sous lui, son arrestation pouvait faire l'objet d'un livre. Donc, je ne parle pas véritablement de tous les autres aspects qu'on a eu à vivre au Sénégal. Mais le plus important, à mon avis, est quelque part dans la rédaction de l'ouvrage, j'étais en train un peu de regarder sur le net ce que une certaine presse racontait véritablement sur Ousmane Sonko, et je me suis rendu compte que ce livre-là était une nécessité. Puisque, pour ne pas citer l'organe de
pressant, puisque je suis chez lui. Donc, explique, comment dire, les grands moments de la résistance d'Ousmane Sonko. Dans le reportage, on explique que quand Ousmane Sonko a organisé la caravane de la liberté, il a quitté Ziguinchor pour se rendre à Kolda. Une personne a été tuée. Mais si vous lisez cet organe français, il vous explique que il y a eu un mort parce que les partisans de Ousmane Sonko faisaient face aux forces de l'ordre. C'est ce qu'explique ce média français-là. Alors que dans la réalité, nous savons que quand Ousmane Sonko a quitté Ziguinchor pour se rendre à Kolda, il y a eu des échauffourées, non pas parce que les partisans de Ousmane Sonko voulaient imposer sa caravane à Kolda, mais parce que le pouvoir de Macky Sall avait envoyé des nervis à bord de pick-up attaquer la caravane de Ousmane Sonko. Je ne le dis pas, c'est le procureur de Kolda qui l'a dit, à travers un communiqué qui dit que c'est un véhicule à bord duquel se trouvaient des individus qui ont attaqué la caravane du leader de Pastef. Mais, vous voyez la différence entre les Pastéfiens faisaient face aux forces de l'ordre et les Pastéfiens faisaient face à des nervis à bord de pick-up envoyés par le régime. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Maintenant, nous, en tant que journaliste, moi je dis que j'ai vécu cette affaire-là dans ma chair. Je suis même allé jusqu'à créer avec d'autres confrères un mouvement, le Front pour la défense de la démocratie, pour faire face à Macky Sall. Mais vous ne verrez pas même Mam ou Biram dans le livre. Parce qu'il n'est pas question de moi. J'ai vécu, comme beaucoup de Sénégalais, ce qui s'est passé. Mais en tant que journaliste, je me dis que je suis peut-être plus outillé que ces Sénégalais-là qui ont vécu ça pour graver ça sur du marbre. Faire de sorte que, des années après, que l'on ne revienne pas véritablement nous raconter une autre histoire que celle qu'on a vécue quand même. Pour nous raconter une autre histoire que celle qu'on a vécue. Parce que nous savons que nous avions affaire à un dictateur, à un tyran qui n'hésitait pas à massacrer les gens pour véritablement asseoir son pouvoir. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. Maintenant, quelque temps après, parce que ceux qui aspiraient au pouvoir l'ont aujourd'hui, et on se dit que non, peut-être que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, ils se sont comportés comme ceci. C'est pourquoi cette nouvelle opposition-là aussi a le droit de se comporter comme ça. Oubliant totalement que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, ils ont été dans la réaction. Ils ont été dans la réaction. Ils n'ont jamais... En tout cas, moi, ce que je suis, je le répète, les gens me taxent de Pastefien, les gens me taxent de proche de Ousmane Sonko ou de Pastef. Mais en tant que journaliste, qui a été témoin de cette affaire-là, et je ne dirais pas n'importe quel journaliste, parce que les petits gars que vous voyez qu'on propose des 50 millions et des terrains et qui sont sur les plateaux à comment on dit encore des lauriers. Voilà, des lauriers au pouvoir de Macky Sall. Mais nous, les propositions qu'on avait étaient éminemment plus importantes que ça. On l'a refusé parce qu'effectivement, on avait compris que Macky Sall était en train d'exercer véritablement une injustice contre un parti politique. Et que nous, en tant que citoyens, c'était de notre devoir de dire non, au-delà même de notre, comment dire, on peut dire que nous sommes des acteurs politiques, que nous sommes partisans de tel parti politique, mais en tant que citoyen, même si tu n'es pas journaliste et que tu aspires à avoir un pays véritablement développé, pour venir ici, qu'est-ce que je n'ai pas subi comme tracasserie, hein? J'ai rencontré avant-hier une journaliste espagnol.
Nunez, ne regarde pas le ciel, tu ne verras, tu ne connais pas son nom, même si je le dis. Mais une journaliste inconnue, personne ne la connaît. Son groupe de presse également, personne ne la connaît. Elle m'a raconté qu'elle a pris son passeport, elle a pris un billet d'avion, elle est venue à l'aéroport, elle a dit que je vais au Sénégal, on lui dit bon voyage. Moi, je suis journaliste, je suis connu partout au Sénégal, je veux un visa pour venir ici, mais il faut plus de 10 jours pour que je l'obtienne. Pourquoi? « 10 jours pour que je l'obtienne. Pourquoi? C'est parce qu'effectivement, nos pays, je ne dirais même pas nos pays, notre Sénégal, nous devons le construire, l'amener à un certain niveau qui fait que ces citoyens sont respectés partout. Donc, je vais m'arrêter là, sinon... Cette opportunité de discuter un petit peu de la situation politique au Sénégal ou de l'histoire récente du Sénégal. Je vais le faire d'un point de vue, je ne prétends pas parler en expert de la politique sénégalaise. J'ai bien sûr suivi l'actualité politique récente et j'y suis attentif, mais vous la connaissez tous ici beaucoup mieux que moi. Je vais plutôt parler comme ce que je suis, c'est-à-dire un professeur de sciences politiques, un chercheur en analyse politique, qui fait de la politique comparée en particulier, et qui est particulièrement attentif à la démocratie et aux conditions de la démocratie. Ce qui s'est passé au Sénégal ces dernières années, ces toutes dernières années, dans cette dernière séquence politique, cette crise politique que vous avez traversée, que votre pays a traversée, est à la fois très important, très particulier, très observé, et puis en même temps, c'est une dynamique qui s'inscrit dans des tendances plus générales. Et je crois qu'il peut être utile de les comprendre ou de les situer. La démocratie a vacillé au Sénégal. Et elle s'est révélée peut-être plus fragile que ce que beaucoup pensaient qu'elle était, ou peut-être différente de ce que beaucoup pensaient qu'elle était. Et puis elle a résisté. Elle a résisté, elle a traversé cette crise. Et ce qui l'a... Dites-moi si je me trompe, mais ce qui lui a permis de survivre, je crois, c'est sénégalais. C'est la mobilisation des gens, et l'attachement des gens et du peuple à la démocratie, à leurs institutions et à leur pays. Donc cette séquence est quand même tout à fait admirable, j'ai envie de dire. Enfin, elle est en tout cas vraiment respectable et intéressante. Mais elle montre aussi que la démocratie est assez fragile. Cette fragilité peut nous faire douter de l'avenir de la démocratie et de sa pertinence aujourd'hui. Bon, déjà, si on la regarde un petit peu en perspective large et en perspective historique, la démocratie dans le monde, elle gagne du terrain. Hein. On a souvent tendance à dire qu'elle est en crise, ce qui est pas faux. J'y reviens dans une seconde, mais si vous prenez l'Afrique en 1975 et l'Afrique aujourd'hui, 80% des régimes africains en 1975 étaient des autocraties, et aujourd'hui, c'est plutôt le rapport inverse. Il y a peut-être 20-30% qui sont des vraies dictatures ou des vraies autocraties, 30% qui sont des démocraties relativement convenables ou consolidées, et puis une autre proportion de 30 à 40% qui sont des régimes assez hybrides qu'on voit de plus en plus, c'est-à-dire qui alternent entre la démocratie et l'autoritarisme, ou qui sont des genres d'autoritarisme avec des élections, ou de régimes un peu mixtes, en fait, qui passent de l'un à l'autre, ou qui combinent différents types
Mais bon, au total, la démocratie s'étend quand même. Elle s'étend dans le monde et de plus en plus de gens sont gouvernés par des institutions démocratiques. Ça, c'est à peu près indéniable. En même temps, la démocratie s'érode, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de démocratie, mais qu'elle est aussi de moins bonne qualité. Enfin, c'est ce qu'on dit. Je ne suis pas sûr qu'elle était de si grande qualité en 1975 par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, mais on la voit quand même reculer un peu partout dans le monde en développement, dans le monde développé, aux États-Unis, en Europe, sous la pression de différentes choses, les crises sanitaires, le terrorisme, la fragmentation sociale. Il y a tout un tas de considérations qui font que la qualité des institutions démocratiques recule un peu. Il y a moins d'état de droit, les élections sont plus instables. Elles peuvent être suspendues occasionnellement. Donc, oui, tout ça est assez bien observé. Donc, sur la longue période, il y a un progrès démocratique. Sur la période plus récente, les 10-15 dernières années, il y a une fragilisation de la démocratie. Ça, c'est un constat sur lequel ma discipline, la science politique, s'accorde. Donc on cherche à analyser les conditions de ce recul démocratique et ce qui fait que quelquefois des pays passent de la démocratie à l'autoritarisme. Pendant très longtemps, on a beaucoup réfléchi à qu'est-ce qui fait que des pays passent à la démocratie. Et bien maintenant, la question, c'est plutôt quand il y a de la démocratie, qu'est-ce qui fait que quelquefois ça s'effondre. Et ça s'effondre quelquefois parce qu'il y a un coup d'État, parce qu'il y a des gens qui veulent suspendre la démocratie, qui prennent le pouvoir par la force. Ça peut arriver. Mais plus tellement. En fait, c'est plus le modèle dominant. C'est plus un modèle de coup d'État ou de dictateur qui veulent abolir la démocratie. C'est plus comme ça que les choses se passent. C'est plutôt des gens qui accèdent au pouvoir, portés par des mouvements populaires, mais dans des situations compliquées, polarisées, fragmentées, qui font que les relations politiques se tendent, deviennent difficiles, et où le pouvoir est conduit, pas forcé, mais enfin, choisi de restreindre les libertés publiques, de censurer les médias, de mettre des bâtons dans les roues à l'opposition, de différer les élections, en fait, ce qu'on a vu très très nettement dans le cas du Sénégal. Vous voyez, donc on passe là d'une forme d'érosion de la démocratie qui diminue en qualité à des stratégies qui sont pas directement orientées vers l'instauration d'une dictature, mais qui cherchent à la suspendre, à la déconsolider, puis peu à peu on glisse d'une démocratie libérale à une démocratie illibérale, c'est-à-dire où il y a moins d'état de droit, et puis de la démocratie libérale à un régime hybride, où on ne sait plus très bien si on est en démocratie ou ça dépend. Des fois, il y a des élections, mais pas toujours. Quand il y a des élections, elles ne sont pas toujours concurrentielles, où on choisit qui peut se présenter aux élections. Ouais. Et puis, on peut passer de cette situation hybride à un autoritarisme plein. Quelqu'un qui prend le pouvoir complètement. Et bon, vous l'avez vécu au Sénégal, on l'a observé au Sénégal. Mais aux États-Unis, il se passe des choses qui vont un peu dans le même sens, et ailleurs, en Europe, ou partout dans le monde. Quand la démocratie tremble sur ses bases, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, mes collègues s'interrogent sur ces reculs démocratiques et cherchent à identifier, déjà, quels sont ces processus que je viens de retracer très rapidement. Et puis aussi, qu'est-ce qui les limite? Qu'est-ce qui peut les limiter? Alors, il y a plusieurs facteurs, et je ne vais pas être long, hein, mais moi je les mentionne parce que je crois qu'ils sont importants pour
l'avenir prochain du Sénégal, et c'est ça qui nous intéresse, je crois. Déjà, la démocratie, pour exister, pour être là, elle doit être soutenue par les gens, par le peuple. Et Sénégal mentionne très bien, mais l'Afrique, dans l'ensemble, mentionne très bien aussi. C'est-à-dire que sur le versant de la participation, la demande de démocratie en Afrique, elle est forte. Les gens participent. Les contrepoids, quand on cherche des contrepoids à l'autoritarisme, c'est la mobilisation. Alors, souvent, c'est la mobilisation de la rue, ce qui veut dire que les élections ne sont pas un fleuve tranquille et que souvent, quand on organise des élections, il y a des violences, et quelquefois même il y a des morts. Donc ça entache un peu le processus électoral et sa légitimité dans l'opinion, parce que quelquefois on se demande est-ce que c'est bien raisonnable de tenir des élections si ça doit faire des morts. Mais au fond, c'est une garantie de stabilité, enfin de soutien à la démocratie, et c'est important de ce point de vue-là. Et puis il y a il y a bien sûr des garanties constitutionnelles, séparation des pouvoirs. Mais les garanties constitutionnelles, c'est un peu des mesures de papier. Ce qui fait qu'elles tiennent, c'est que les acteurs politiques adhèrent à la séparation des pouvoirs, respectent la séparation des pouvoirs, et ça, c'est assez compliqué. C'est pas toujours. Il y a beaucoup de politique autour de la séparation des pouvoirs. Vous parliez des commissions d'enquête, de la justice constitutionnelle, elle est importante, mais en même temps, elle peut être politisée aussi. Donc, ça suffit pas. Mais c'est beaucoup dans la culture et dans la culture pratique, pragmatique, dans la façon dont la démocratie est pratiquée. Et donc, il y a déjà une dimension qui est identifiée comme étant de la tolérance mutuelle. C'est-à-dire que pour que la démocratie fonctionne, en fait, il faut que les oppositions ou les partis en compétition aient quand même envie de vivre ensemble. Donc ça peut être bien sûr les différentes composantes de la population. Si la population est divisée et ne souhaite pas vivre ensemble, ça devient très compliqué. Mais même au niveau des partis politiques, pour dire les choses rapidement, il faut qu'il y ait cette forme de respect mutuel et de tolérance mutuelle. Et puis, on parle aussi de modération institutionnelle, c'est-à-dire que dans la pratique politique, il faut que c'est non seulement se respecter, avoir envie de vivre ensemble, mais aussi modérer un peu, modérer ses coups, retenir un peu ses coups. C'est quand on peut anéantir l'opposition, pas forcément aller jusqu'au bout, et s'arrêter un peu avant pour qu'il y ait une forme de culture de modération qui soit respectée dans les institutions. Donc je dis cela parce que souvent les crises démocratiques telles qu'on les connaît conduisent à des formes de populisme ou d'adhésion populaire à des mouvements politiques, mais attention, la démocratie et la révolution, c'est pas la même chose. La démocratie et l'adhésion populaire, c'est pas la même chose non plus. C'est-à-dire que la mobilisation populaire peut aussi soutenir ou pousser au pouvoir des tyrans, enfin des autocrates. Et cette qualité, cette recherche de vivre ensemble et de tolérance mutuelle, elle est vraiment, vraiment importante pour construire de la démocratie, consolider un esprit démocratique et l'inscrire dans le temps. Voilà. Donc je voulais un peu attirer votre attention sur cet élément-là, parce que je sais que cette réunion est organisée par le PASTEF et que le PASTEF a des désirs de rupture qu'on peut tout à fait respecter. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais dans la rupture, il faut pouvoir concilier le vivre ensemble et instaurer le vivre ensemble. Voilà. Pour reprendre un peu
l'imparfait du subjonctif que je trouvais assez prolifique et assez utilisé de manière très abusive par l'auteur dans le texte. Je pense que c'est un style qu'il aime bien, l'imparfait du subjonctif. Oui, qu'au dire du livre, après avoir remercié les initiateurs de cette journée d'avoir bien voulu m'associer à cet événement littéraire, je m'en honore. Et c'est toujours un plaisir d'avoir entre les mains un livre, parce qu'un livre, pour reprendre un peu la vulgate populaire maintenant, c'est une forme de capture du manche du moment. Et donc ça fige l'instant et ça permet aussi de situer à la fois les acteurs dans un contexte bien particulier, avec maintenant, je pense, un point de vue constitué à partir de celui qui parle. Et je pense que c'est cet effort intellectuel que s'est proposé non pas le journaliste. Moi, je pense que c'est un citoyen qui a trempé sa plume dans le fiel pour donner un point de vue qui est sien, mais qui peut, à la limite, être sa vérité. Du moment quand nous avons, comme il l'a si bien dit dans son exposé inaugural, vécu sous l'empire des libéraux pendant 24 ans, où nous avons été émotionnellement sollicités, où il y a eu un tombereau d'événements qui a, à un certain moment donné, créé une sorte d'embrouillamini à telle enseigne qu'il était très difficile d'avoir du recul et de mettre en perspective ces éléments à la fois analogiques et chronologiques, sous-tendus par une idéologie. Et je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire dans la première partie de son livre en faisant allusion au triangle libéral. Et c'est une théorie qui se tient bien, mais seulement si je devais porter une critique par rapport à cela, c'est que je suis un peu resté sur ma faim, tant sur le fondement théorique et la portée sociale et la portée théorique même de ce qu'il était en train de développer, parce que c'est quand même une thèse qui est assez intéressante et qu'on a rarement entendu, qu'il y avait, je veux dire, une sorte d'arrière-cour où les libéraux s'étaient retrouvés et avaient scénarisé la manière dont ils allaient nous tenir en haleine et nous distraire au point justement de pouvoir conserver le pouvoir. Et ça, c'est assez original pour que je le souligne. Mais seulement, je suis un peu resté sur ma faim parce que justement, ces éléments n'ont été étayés que par des éléments d'actualité et non pas fondés sur un discours, sur, je veux dire, une délibération politique d'une assemblée constitutive. Parce que c'est ça, en fait, pour moi, qui aurait pu donner une crédibilité en termes de sciences sociales à la théorie. Et le deuxième élément que je voudrais faire remarquer à l'auteur, c'est justement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'usage abusif du subjonctif de l'imparfait, et parfois même dans des contextes où on pouvait faire plus simple, et ça a rendu un peu plus difficile la lecture, et c'était un peu lourd. C'est un style très lourd, et je pense que ça aussi c'est une particularité que nous avons, nous les Sénégalais, fils de Senghor. Nous aimons bien montrer que nous savons manier la langue, avoir un style châtié, à telle enseigne que finalement la forme l'emporte sur le fond au point qu'on s'y perd. Et donc ça, c'est des remarques comme ça que j'ai pu faire, ou des métaphores qui auraient pu faire simple. Par exemple, comme si tout semblait être comme sur des roulettes, alors qu'il suffisait simplement de dire que tout marchait sur des roulettes. Mais c'est des remarques de ce genre-là que je peux vous faire remonter, parce que j'ai eu le livre il y a 48 heures. Kader a bien voulu se déplacer jusqu'à mon lieu de travail pour me l'amener, et donc j'avais 48 heures pour le lire. Donc je l'ai terminé que ce matin. J'ai pas assez de recul, mais je trouve que quand même c'est une très bonne chose de fixer les événements qui nous ont marqués ces derniers temps. Ça, c'est un repère chronologique pour la postérité. Mais là où aussi j'ai une remarque, ça c'est le politiste qui parle, parler de révolution démocratique, pour moi ça c'est quelque chose qui est anachronique. La démocratie est fille d'une révolution, mais quand il y a révolution, c'est qu'on change de régime. On a eu la démocratie après la révolution qui a mis fin aux anciens régimes, c'est-à-dire les régimes
seigneuriaux où justement nous avions une aristocratie dominante. C'est parce qu'il y a eu révolution justement que la démocratie a émergé. Donc si à l'intérieur même de cette même démocratie émerge une révolution, c'est que nous devrions aboutir sur un autre système. Or, bon, après c'est ce qui me met à l'aise par rapport au titre, c'est simplement le fait de dire à la sénégalaise. Donc c'est le complément de mots qui permet de diluer un peu la critique que je pourrais formuler là-dessus. Deuxième élément, en tant que marxiste et structuraliste, quand je vois un livre qui est préfacé par un chef d'entreprise, en l'occurrence Bara Tall, et je ne pense pas que ce soit quand même un élément assez crédible pour parler de révolution au Sénégal, compte tenu de son passif en tant qu'entrepreneur au Sénégal et des problèmes qu'il a eu avec l'État du Sénégal, notamment sur certains chantiers. Donc, faire la préface d'un livre qui parle de la révolution, moi en tant que marxiste, quelque part, ça me donne des urticaires. Et comprenez bien ma position là-dessus. Surtout que de toute la préface, il a été question d'un entre-soi, d'une relation personnelle que vous avez. Il n'a en aucune manière donné des éléments d'indication critique qui donnent à connaître ou à comprendre la portée historique de cet ouvrage et le contextualiser par rapport justement à toute une historicité. Il a tous été question de votre amitié, de la qualité journalistique que tout le monde vous reconnaît et que je vous concède par ailleurs, mais sur le livre à proprement parler, la révolution démocratique, pas un seul mot de l'auteur à part justement des satisfactions ou des félicitations d'un entre-soi. Donc voilà en résumé, pour ne pas abuser du temps, les observations que je tenais à soumettre à votre examen et je vous remercie. Ce qui est fondamental, c'est de souligner les efforts fournis par Mame Birame Wathie. Cher petit frère, je pense que vous avez parcouru, vous avez analysé, vous avez fait un diagnostic de la société démocratique sénégalaise. Vous avez voulu effectivement partager vos impressions. Sincèrement, nous vous en remercions. En parcourant ce livre, nous avons constaté cette démocratie sénégalaise ancrée. C'est vrai, vous êtes parti effectivement à partir de l'an 2000. Vous aurez pu, peut-être c'est une question de temps, développer cette partie de 58-60 avec l'arrivée de Mamadou Dia au pouvoir, qui a cherché à installer une base démocratique au Sénégal. Et ça, je vous le concède, je pense que dans votre cheminement, vous avez voulu faire frais et nous vous en félicitons. Et à l'avenir, je pense que dans votre démarche intellectuelle, vous allez relever face à son contexte actuel qui est si critique, en parlant de la jeunesse sénégalaise, dégager les grandes orientations et les perspectives pour le développement du Sénégal. Vous avez parlé de la jeunesse et j'ai été un peu limite, effectivement, de constater que ces orientations économiques pour que le Sénégal puisse aller de l'avant, vous l'avez un peu effleuré. Mais ce qui est fondamental, encore une nouvelle fois, c'est ce changement d'époque que vous avez bien souligné. Je voulais aussi effectivement vous dire, Mame Birame, en matière effectivement d'assimilation, c'est une bonne chose ce que vous avez souligné, mais le président Senghor a apporté aussi, qu'on puisse dire, des critiques passives sur l'assimilation avec la notion d'enracinement et ouverture. Et tout ceci nous amène à penser que au Sénégal aujourd'hui, nous avons des brillants hommes et femmes capables d'orienter, d'acheminer et de dégager les perspectives du développement. Je voulais effectivement être bref parce que vous m'avez convaincu, j'avais des choses à dire, mais en vous écoutant sur votre présentation, la donne a changé. Je vous remercie. Tu m'accorderas 10 minutes pour pouvoir en parler. Excusez-moi, Félix, depuis tout à l'heure, c'est vrai que je voulais juste effectivement vous confirmer la présence de l'homme d'affaires Bara Tall qui a été évoqué là, qui est de passage en France et qui nous fait l'amitié d'être présent. C'est un acteur qui a énormément contribué dans le secteur que je connais un peu, puisque je suis également du BTP. C'est un grand respect et un grand honneur d'avoir M. Bara Tall parmi nous. Je vous le présente, il est ainsi.
Tout à l'heure, si le temps le permet, nous lui donnons la parole pour qu'il s'exprime. Je vous remercie. Merci Kader. Donc je remercie tous ceux qui sont dans la salle, notamment mon ami Doudou Sidibé. Je remercie les uns et les autres d'être venus. Je remercie les panélistes et surtout toi Kader qui m'a sollicité. Je parlerai assez rapidement du livre en lui-même et aussi dire que je ne suis pas d'accord avec certaines critiques qui sont faites, surtout émanant de la perspective de gauche, parce que moi-même étant de gauche, je pense que ces critiques ne sont pas totalement légitimes. Ce qu'on pourrait dire dans un premier temps, c'est dire beaucoup l'admiration et le respect que j'ai pour l'auteur, Mambira Mouet, qui est un journaliste chevronné que j'ai suivi beaucoup et qui a plein d'humour et qui a des analyses absolument fines qu'on a pu constater au cours du temps. Il est malheureux que les aspects particuliers de son interconnexion avec les hommes politiques, etc., les pressions qu'il a subies, il est un peu malheureux qu'il n'ait pas mis ça dans le livre. Ça l'aurait davantage enrichi, parce que c'est quelque chose d'important. Parler de ce livre, c'est dire que c'est une fresque historique, qu'on peut dire. Hein, c'est du journalisme, et aussi c'est de la chronique, et aussi c'est un peu d'histoire qu'il fait en tant que journaliste, puisqu'il nous met dans une période que l'on dirait pas longue, mais une période moyenne, c'est-à-dire sur 25 ans, l'arrivée des libéraux au pouvoir et leur manière de pérenniser leur pouvoir. Il y a quelque chose qu'il dit sur la compromission des forces de gauche sénégalaises avec la perpétuation du gouvernement libéral, qui me fait penser quelque chose d'important, c'est que en réalité, la classe dominante on pourrait penser uniquement composée des libéraux ou bien des gens qui émanaient du parti socialiste, il y en avait aussi beaucoup dans ce qu'on appelle dans la gauche traditionnelle, et que c'est naturellement que ces gens qui n'ont pas fait le suicide de classe nécessaire se sont retrouvés à être de connivence avec les libéraux pour diriger le pays pendant 24 ans. Le régime de Macky Sall, je pense que le problème principal que Macky Sall a eu avec le Sénégal et les Sénégalais, c'est qu'il ne connaissait pas, je pense qu'il ne connaissait pas suffisamment l'âme sénégalaise. En ce sens que il n'avait pas compris qu'il y a deux choses qui importaient chez les Sénégalais. C'est la liberté, et notamment la liberté de parole. Lui et Abdoulaye Wade, ils ont pensé que l'on pouvait gouverner le Sénégal dans l'autoritarisme. On sait comment ça s'est terminé pour Abdoulaye Wade, et c'est la même chose qui s'est reproduit 12 ans plus tard avec Macky Sall. Le Sénégal, on le gouverne comme Senghor en a eu l'intuition dans le dialogue. On permet à tout un chacun de dire ce qu'il pense, des fois de dire sa connerie, de dire sa connerie, et c'est comme ça que je ne dis pas pour autant que Senghor était qui n'avait pas utilisé la violence pour mater ses opposants. Mais le fait de pouvoir laisser les gens s'exprimer était quelque chose d'important. Pour ma part, je suis d'accord parfaitement avec Mambira quand il parle de révolution. Moi, je vais plus loin dans ce constat. Je dis que c'est non seulement une révolution démocratique, mais c'est une révolution citoyenne et c'est une révolution populaire. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, de quoi est le nom de PASTEF? De quoi est le nom l'engouement qu'il y a eu autour d'Ousmane Sonko? C'est tout simplement la conjonction d'un nombre de forces sociales. Et quelles sont ces forces sociales? Vous avez d'abord la petite bourgeoisie intellectuelle, qui se retrouvent dans les métiers tels que infirmiers, tels que enseignants du primaire, du secondaire. Vous avez cette force. Vous avez à côté aussi d'autres forces sociales qui sont les forces qui émanent des milieux ruraux, notamment les Ndongo Dara et bien évidemment la jeunesse urbaine
qui, depuis 1988, depuis 1988, aspire à quelque chose de nouveau, aspire à ce qu'il y ait un changement qualitatif dans ce qui se passe. La prouesse d'Ousmane Sonko et de PASTEF, c'est d'avoir fédéré tout cela, pour porter de l'estocade à la classe dominante que nous avons aujourd'hui. Donc, nous sommes dans un processus révolutionnaire. Être dans un processus révolutionnaire ne veut pas dire pour autant que cela va aboutir au changement radical que l'on attend. Et ça, c'est sur ce terrain, que nous attendons maintenant les autorités qui sont en place. Il y a un certain nombre de mesures qui vont dans le sens de cette révolution. Espérons que cela continue et qu'en même temps, les forces sociales qui ont permis l'émergence de ce pouvoir ne se retrouvent pas tout simplement à être spectatrices de ce qui se passe. Autant elles ont refusé, la jeunesse notamment, a refusé d'être spectatrice de ce qui se passe pendant des décennies, autant la petite bourgeoisie urbaine dans les métiers intellectuels, la bourgeoisie, les classes populaires qui se retrouvent dans les milieux ruraux et qui sont ce qu'on appelle les nongodara, tout ça, ils doivent continuer à exercer la pression nécessaire pour que la révolution se fasse dans le sens de ce que l'on pourrait appeler d'autre part la révolution nationale démocratique, parce que ceux qui sont au pouvoir, ne nous trompons pas aussi de diagnostic. Ce n'est pas des gauchistes. Ce n'est pas des gauchistes. C'est des nationalistes. C'est des nationalistes. Ils ont envie d'avoir l'émergence d'une bourgeoisie nationale qui est capable de prendre en charge les infrastructures, pouvoir avoir des financements, à être des capitaines d'industrie, etc. Et non à la place de ce qu'on appelle les gens qui étaient plus ou moins alliés au pouvoir, et ensuite trouver des arrangements avec des puissances et des entreprises étrangères pour pouvoir faire leur business. Donc nous sommes dans une configuration extrêmement intéressante. Les mois, les années qui viennent vont nous dire si nous allons réussir dans ce sens-là. J'ai oublié de mentionner quelque chose aussi qui me semble très important dans l'influence que PASTEF a pu avoir. C'est tout un pan de la société que nous appelons des gens qui sont dans l'informel. Et qui ont quand même réussi dans cet informel à faire ce qu'on appelle dans le langage un peu marxisant l'accumulation primitive. Et ces gens, à un moment donné, ils se sont dit, mais pourquoi maintenant que nous savons que tous nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des entrepreneurs qualifiés, nous savons faire des affaires, il n'est pas normal qu'on nous tienne en dehors d'un certain nombre de circuits, notamment les circuits bancaires, etc. Tous ces gens, ils ont eu l'impression que les États les mettaient à côté et le moment était venu pour eux de trouver l'instrument politique qui permettrait d'accéder à ce qu'ils espéraient. Et cet instrument, ça a été PASTEF. Donc, pour terminer, ce que je vais dire à Mambiram, c'est que j'ai aimé son livre. J'ai beaucoup aimé votre livre. J'ai trouvé que c'est une pièce historique importante et que c'est un travail de journaliste. Le seul regret que j'ai, c'est que vous vous êtes pas impliqué là-dedans en tant qu'individu, parce que je vous ai une fois écouté à Walfadjri où vous expliquez que vous vous êtes retrouvé un soir chez vous avec des nervis ou des policiers déguisés en nervis qui voulaient vous agresser parce que les journalistes et un certain nombre de forces sociales étaient soumis à une pression importante et que vous êtes rentré dans votre chambre et que vous avez mis le frônoir à gaz en marche et que vous l'avez mis au maximum et ça a fait fuir les gens. Donc, ce genre d'anecdote aussi, c'est quelque chose d'important et qu'il est toujours bien de mettre dans un livre. Mais tout cela dit, moi, je suis extrêmement satisfait. Je vous félicite de ce que
Je vais dire ce que disait tout à l'heure Mambiram Watch, parce que j'ai essayé d'économiser un peu la parole, parce que je pense que tout le monde est venu aussi pour écouter Mambiram. Donc 95% de ce que je vais dire, c'est juste des remerciements. Donc remercier Mambiram pour son ouvrage, mais aussi dire que malheureusement, moi, j'ai pas eu la chance de lire le livre avant, donc je pourrais pas en faire une analyse ou quoi que ce soit. Peut-être juste 2-3 questions à poser à Mambiram. Et je pense que M. Sen l'a dit tout à l'heure. Il a intitulé le livre La jeunesse prend le pouvoir, mais dans son exposé tout à l'heure, il n'a pas du tout parlé de jeunesse. Alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être que justement, peut-être c'est ce que Sen disait tout à l'heure. C'est une thématique qui a été brièvement, justement, peut-être analysée ou en tout cas abordée dans le livre. L'autre question, c'est sur justement la diaspora, parce que j'ai écouté Mambiram à la télé. À chaque occasion, il félicite, en tout cas, il encourage la diaspora. Il en parle souvent, beaucoup. Et tout à l'heure, j'ai essayé de parcourir un peu le sommaire, mais je n'ai pas vu de chapitre sur la diaspora. Peut-être que ça a été diffus dans les chapitres, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur justement la diaspora? Parce que tout le monde dit que la diaspora a été très contributive sur la révolution, en tout cas, la révolution citoyenne. Donc l'analyse de Mambiram est quelque chose de très, très important sur ça. La dernière question, c'est que aussi tout à l'heure, vous avez dit que à Dakar, vous avez pu analyser, en tout cas, commenter, disons, comment on dit ça encore? La première page. Donc, ça aurait été intéressant de nous dire en quoi vous avez pu faire cette analyse de ces chapitres. Surtout que dans cette révolution, le binôme Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, on en a beaucoup parlé. Alors, justement, peut-être l'analyse que vous avez fait de ce cadre autour de ce couple, de ce binôme, qu'est-ce que ça signifie un peu pour vous? Voilà, merci beaucoup. Merci. Ça m'aura permis de dire quelques mots, ce n'était pas prévu, mais juste au moment où j'entrais dans la salle, notre ami de gauche, je confirme, vous êtes de gauche, était en train de parler de ma petite personne et s'interroger sur le pourquoi du choix de Mambiram. Il a compté sur moi pour faire cette préface. Si vous avez lu le livre, moi-même j'ai commencé cette préface par cette interrogation. Parce que ça vous étonner. Mais sachez que, au-delà de l'homme d'affaires, de l'entrepreneur, il y a aussi le citoyen. J'en suis un. Le citoyen qui a un parcours dans ce que raconte Mambiram. J'ai dit que dans son premier livre, un ouvrage, il a parlé de choses que je connais, dont j'étais une victime. Collatérale, diront certains, centrale, je dis. Nous sommes au cœur de la marche de ce pays-là. On parle de patriotisme. Le patriotisme n'est pas seulement politique, il est aussi économique. Je crois que nous en sommes des précurseurs. Je vais faire l'avenir, mais c'est la réalité. Nous avons racheté des entreprises françaises qui nous ont employés. Nous en avons développé d'autres. Nous avons joué notre rôle citoyen. Si vous êtes un parti de gauche, vous avez pu participer aux assises nationales. C'est nous qui avions hébergé les assises nationales. Donc notre engagement ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est normal que Mambiram, qui a une vue globale de ce qui se passe dans ce pays, après avoir choisi Feu de la Lignasse pour faire la préface de son premier livre, ait pensé à moi et je l'ai accepté volontiers avec fierté. Je finirai par dire, justement, c'est pour éviter des clichés, des a priori sur le sens de l'histoire, sur des choses qui sont passées. Parce qu'il y a des choses qui sont passées et certains prennent souvent des raccourcis. J'ai entendu certains parler de ce qui s'est passé dans des chantiers. Je pense que si des gens comme Mambiram avaient pris le soin, au moment où ces choses dont vous faites allusion s'étaient passées, en l'occurrence les chantiers de Thiès, il y a des choses qui seraient mieux comprises et qui éviteraient demain de faire des amalgames. C'est justement
Puisque demain, l'interprétation de l'histoire sur ce qui vient de se passer lors des dernières années de la vie de notre pays soit interprétée autrement que une personne comme Mambiram, au-delà de son métier de journaliste, a pris sa plume pour coucher tout ça dans ce livre. C'est tout ça que je voulais dire. Personnel contre M. Bartha, que je ne connais plus l'identité. J'ai un rapport de classe avec l'élite de mon pays. Et je connais l'histoire des révolutions, c'est quelque chose au moins que j'ai appris. Et donc, je ne peux pas aujourd'hui parler de la révolution sans souligner justement ce conflit de classe qui se pose avec un bourgeois national qui parle de révolution. C'est tout le sens, c'est les symboles, tout simplement. Maintenant, il y a un deuxième élément, vous étiez victime, semble-t-il, de l'attaque de Wade pendant le magistère. Vous avez aidé Macky Sall à accéder au pouvoir avec votre mouvement Yémalé. Et de ce Yémalé-là, on n'en a plus entendu parler quand Macky Sall a fait le néo-banditisme. Merci, je vous remercie. Parfait. Bon, je pense que on va maintenant s'acheminer vers la clôture de l'événement. Merci, Grand Kader. Donc, je vais répondre à une ou deux interpellations tout au plus. Sinon, pour le reste, je ne donnerai pas de réponse, à la limite une précision, parce que je respecte le point de vue de tout le monde. Ma façon de voir les choses peut ne pas être celle de M. Goudiaby, par exemple. Cela ne doit pas être véritablement une occasion pour moi de remettre en cause ce qu'il pense ou sa façon de voir les choses. Donc, s'agissant des questions qui m'ont été directement posées, peut-être que je vais commencer par la préface qui me tient absolument à cœur pour véritablement apporter une toute petite précision. Donc, à la place de M. Baratal, le premier ouvrage, le premier livre que j'avais écrit, c'est Sidi Lamine Niasse qui l'avait préfacé. Donc, je voulais renouveler, reprendre la préface du premier ouvrage. C'est ce que j'ai voulu faire dans un premier temps. Ensuite, après avoir discuté avec certains amis, je me suis rendu compte que ce n'était pas pertinent. Il fallait trouver un autre préfacier. J'ai pensé dans un premier temps à Ousmane Sonko. J'en ai même parlé à quelques-uns de ses très proches collaborateurs. Mais en définitive, je me suis résolu à dire que cet ouvrage-là, un acteur politique ne doit pas le préfacer. Un acteur politique ne doit pas préfacer cet ouvrage-là. Et pourquoi mon nom n'y est pas? Pourquoi tout au long des événements que j'explique ici, vous ne verrez pas Mambiram Wathie? C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai choisi M. Tall pour préfacer cet ouvrage. Parce que je voulais totalement détacher ma personne du contenu. Je voulais prendre suffisamment de recul pour permettre aux journalistes, aux témoins qui a, je ne dirais pas vécu, mais qui a été au cœur des événements, qui a assisté à ces événements-là, de les relater. De les relater avec le recul. Bon, peut-être que utiliser même l'objectivité pourrait poser problème à certains, mais en tout cas, prendre suffisamment de recul pour ce que je dirais ici puisse être considéré comme étant la parole d'un professionnel qui ne prend parti pour aucune formation politique, pour un quelconque leader politique, mais qui raconte les événements qui se sont déroulés au Sénégal. Et je pense que ce qui s'est passé au Sénégal, si je dis que j'en suis témoin,
je ne peux pas l'être autant que M. Baratal, qui n'est d'aucune chapelle politique, qui est au-dessus de toutes ces considérations, mais également M. Baratal. Certains d'entre vous doivent savoir que j'étais déjà très têtu à l'université. Donc en 2008, mes camarades et moi avions dirigé une grève qui avait duré plus de 3 mois. Si vous me permettez, je reviens un peu sur les circonstances. J'étais à la faculté des lettres. J'étais le président de l'amicale des étudiants de la faculté des lettres. La faculté des lettres comptait 27 000 étudiants. Je dis bien 27 000 étudiants. Donc nous, quand on est arrivé, on a dit il n'est plus question que l'on continue à faire cours à travers les fenêtres ou à s'asseoir à même le sol. Il faut véritablement pousser les autorités à diviser cette faculté-là en deux. Une faculté des lettres d'une part, une faculté des sciences humaines d'autre part. Ils ont dit, ces gosses-là, ils ne peuvent pas avoir ces idées-là. C'est certainement Gbagbo qui les incite à vouloir déstabiliser le pays-là. C'est comme ça qu'on m'a arrêté et jeté à Rebeuss. Vous savez pourquoi? Pour rassemblement illicite à l'intérieur de l'université. Des étudiants mais on m'a envoyé en prison pour rassemblement illicite à l'intérieur de l'université. C'est durant mon séjour carcéral que j'ai rencontré M. Baratal qui était également en détention. Donc on ne s'est pas rencontrés, on s'est juste croisés. On était alors au cœur de l'affaire Idriss Seck et des chantiers de Thiès. Donc ce jour-là, on ne s'est pas parlé, mais le fait qu'il m'ait croisé, on lui reprochait des choses. Moi, on ne me reprochait pas, on m'enfonçait jusqu'à m'emmener dans l'une des cellules les plus peuplées de Rebeuss. Pourquoi? Parce que je disais qu'on a tout tenté, mais il semble que c'est cet étudiant-là qui empêche aux autres d'aller faire leur cours. Donc il faut qu'on s'en débarrasse, comme ça les autres vont reprendre leur cours. Je partais à Touba, on m'a interpellé à Mbacké pour me ramener jusqu'à Dakar et j'ai fini en prison. Quand j'ai rencontré M. Tall, je me suis dit, ça, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une injustice notoire qui m'a amené en prison. Lui également, c'est une injustice qui l'a amené en prison. Quelques années après, il fallait raconter une partie de ce qui l'a amené en prison parce que les affaires des chantiers de Thiès, moi j'ai toujours dit, et je l'explique dans mon premier ouvrage, que c'est tout simplement une mascarade. Abdoulaye Wade a attendu que Idriss Seck investisse des milliards à Thiès, jusqu'à ce que son nom soit même assimilé à la région de Thiès. On dit Idi, on dit Thiès. C'est en ce moment-là qu'il a choisi de créer ces problèmes avec Idriss Seck, tout simplement. Ça, c'était une façon pour lui de mettre tout Thiès dans la poche d'Idriss Seck. C'est le Thiessois qui a commencé à construire les chantiers, c'est le Thiessois qui a transformé la ville, et maintenant, alors qu'on s'achemine vers le 4444, je ne sais pas si vous vous en rappelez, le 4444, on enlève aux Thiessois ces privilèges-là. Idriss Seck, cela a duré de 2002. Idriss Seck en a mangé jusqu'en 2022. Personne ne pouvait plus le battre à Thiès parce que Wade en a fait une victime dans la région. Et M. Baratal en a fait les frais. Parce qu'il voulait présenter Idriss Seck comme un opposant. Pour que cela puisse passer, il fallait quelque part, celui qui était chargé des travaux, qu'on trouve des cafards ou bien des casseroles, à lui faire traîner tout simplement. C'est exactement que ça s'est passé. Malheureusement, j'ai tendance à dire qu'au Sénégal, on fait la politique non pas avec la tête, mais avec le cœur. On a tendance à réagir avec émotion dès l'instant que quelque chose se passe. On ne prend jamais suffisamment de recul pour analyser les choses de façon froide. Quand, par exemple, tu dis à quelqu'un que Abdoulaye Wade et Macky Sall, ils sont dans le même camp, M. Aguibou va s'attendre à ce que vous lui diffusez une cassette
à travers laquelle il entend Abdoulaye Wade dire à Macky Sall, tu vas faire ceci, comme ça, moi, je vais faire ça. Ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est à travers des actes, qu'il pose, parce que nous, les analyses que nous faisons, on ne regarde pas tout simplement le ciel pour dire que c'est ceci ou cela. C'est par rapport à des faits bien précis. On ne peut pas faire une analyse objective ou bien une analyse qui tient la route si elle n'est pas fondée sur des faits. Et moi, je peux me targuer d'être le seul journaliste qui a fait tous les 12 ans de Macky Sall et qui n'a jamais été convoqué pour diffamation. Pour diffamation. Parce que tout ce que je sors est béton. Personne ne peut y enlever une seule virgule. La seule fois où j'ai été convoqué, où j'ai été plutôt inquiété par la justice, j'attendais M. Seyba Nissougou, j'attendais sa présence pour lui rappeler le texte qu'il avait écrit et qui m'avait valu une plainte de Mambaïna. Mambaïna, quand on a reparlé de l'affaire, j'aurais pu en parler dans le livre. Parce que avant Ousmane Sonko, la première plainte qu'il a déposée, c'est contre moi. La première plainte qu'il a déposée, c'est contre moi. Non pas parce que j'ai écrit quelque chose contre lui, mais parce qu'en tant que responsable de Wolfnet, j'ai publié une contribution de Seyba Nissougou précisément, dans laquelle il disait avoir été diffamé. C'est comme ça qu'il a porté plainte contre moi et réclamant 1 milliard. De toutes les façons, il attend toujours que lui paye le milliard. Mais, juste pour dire, pour en revenir véritablement aux interpellations et au sujet, la jeunesse prend le pouvoir. Il y a au mois de mars 2021, quand le pouvoir, en dépit de l'immunité parlementaire dont pouvait se prévaloir Ousmane Sonko, a décidé de le convoquer, le pouvoir, pour qu'il aille répondre devant la gendarmerie. Cette période, ce moment du mois de mars 2021, qui pensez-vous a sorti Ousmane Sonko des griffes de Macky Sall, si ce n'est la jeunesse? Mais il ne faut pas chercher à dire que la France a mis la pression sur Macky Sall, il a arrêté, les Américains ont mis la pression. Non, c'est la rue qui a chauffé. Qui chauffait la rue? C'est les jeunes. Si Macky Sall, a reculé, c'est parce que son pouvoir a failli basculer. Et c'était les jeunes. Abdoulaye Wade avait pris le pouvoir à 74 ans officiellement. Mais les jeunes, la façon dont ils se sont engagés avec Ousmane Sonko, mais c'est sans précédent. Il ne faut pas oublier que plus de 80 jeunes ont été tués. La liste des victimes là, vous n'y verrez pas le nom de quelqu'un qui a plus de 50 ans. C'est tous des jeunes. Il y en a qui ont même 14 ans, 15 ans, qui ont été tués. Vous allez, le jour où Macky Sall a ouvert les prisons, si je peux m'exprimer ainsi, quand Macky Sall a ouvert les prisons, si vous étiez devant Rebeuss et que vous voyez des jeunes de rien du tout, des mineurs, qui ne savent absolument rien des véritables enjeux de la politique, qui ont fait des mois et des mois en prison. Mais c'est le sacrifice de tous ces jeunes-là qui aujourd'hui a installé Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko à la tête du pays. J'ai dit que ce sont les jeunes qui ont pris le pouvoir et qui l'ont confié à ces deux-là. C'est ce que l'on tente de représenter dans la couverture, sur la couverture, en montrant des jeunes à travers des manifestations, parce qu'on aurait pu dire, on aurait pu élaguer révolution, dire une démocratie à la sénégalaise.
Mais une démocratie, normalement, pour organiser une élection, on ne doit pas compter des morts. Si c'est une véritable démocratie. Ici en France, aux dernières élections, il y a eu combien de morts? Aux États-Unis, dernièrement, après, pour que Trump gagne, il y a eu combien de morts? Mais pour que Bassirou Diomaye Faye arrive au pouvoir, il a fallu que des dizaines de jeunes soient tués, des centaines de jeunes soient emprisonnés, sans que la pression ne soit tout simplement, comment dire, sans que la pression ne cesse de s'accentuer contre le régime de Macky Sall. Donc, les jeunes, leur apport a été déterminant. Si les jeunes avaient pensé que, quelque part, Ousmane Sonko, c'est là, peut-être que l'on ne peut pas occulter le mérite de Ousmane Sonko, parce que ce que les jeunes ont fait, moi je pense qu'ils ne l'auraient pas fait pour un autre jeune, pour un autre leader du moins. Ce que les jeunes ont fait pour Ousmane Sonko, ils ne l'auraient pas fait pour un autre leader. Combien de leaders ont été emprisonnés, mais personne n'a bronché. Aucun jeune n'est sorti. Pourquoi précisément au mois de mars 2021, quand Ousmane Sonko a été interpellé, les jeunes sont sortis en masse pour quelque part même brûler le pays? Qu'est-ce qu'il explique? Dans le livre, quand je dis Macky Sall le tout-puissant Almami, le passage où véritablement je suis en train d'être long. Mais gars, ils m'ont live, mais live. On me dit viens à Pento, je dis pas rek. Xam naa moo tax ma ñëw fii nam ma wax di wax rek. Mais baal ma jéem a résumer quoi. Voilà. Donc je dis que le chapitre où j'appelle Macky Sall le tout-puissant Almami, quand je dis que Ousmane Sonko émerge, j'explique que les Sénégalais ont été habitués à un certain discours qui fait que ils ne croyaient même plus à la politique. Moi, j'ai suivi un candidat, boo leen ma falee dinaa leen wutal ay armoire, di ngeen am ay matelas, mais ça existe. Aller à l'élection de je ne dirais pas 2000, mais de 93, il y a des candidats qui racontaient ça aux Sénégalais. Dinaa leen wutal matelas, dinañ leen wutal ay armoire, etc., etc. Donc, bu ñu ñëwee, je voulais également bon, je n'utiliserai pas le verbe rétorquer. Je dirais que j'avais voulu faire cette précision-là, que j'ai même désappris. Xam nga au Sénégal, toutes nos émissions maintenant c'est en wolof. On va même jusqu'à désapprendre. Madame, certaines expressions qui, il n'y a pas longtemps, tu les utilisais sans même réfléchir. Maintenant, c'est en wolof que tu le penses. À cause de ces émissions-là. Mais si vous ouvrez, bon, si vous parcourez mon premier ouvrage, vous direz alors, si vous dites que je ne suis pas simple, le premier ouvrage, vous direz que, mais le gars-là, il est, c'est quoi le nom? Il est sophistiqué. C'est ce que vous allez dire. Entre-temps, j'ai beaucoup désappris. Je n'écris même plus. Hein? Ah, mais c'est le cas. C'est le cas. C'est pour vous dire que si vous pensez que, si en parcourant le livre, à des moments, vous avez pensé que je n'ai pas été simple et que, quelque part, comme Senghor, j'ai voulu montrer que je maîtrise le français, je dis que tel n'est pas le cas. Vraiment, pour cet ouvrage-là, j'ai voulu être pragmatique. Je me suis appesanti sur les faits, sur les dates, sur les événements et non pas sur la littérature en tant que
tel. Donc, ça me permet, et je pense que je vais sortir par là, pour dire que le dernier point d'interrogation, le système basculé. Ensuite, j'ai mis définitivement point d'interrogation. Si l'éditeur était là, il pourrait peut-être vous dire que cette partie du livre n'y figurait pas quand je lui donnais la première mouture. C'est par la suite que j'ai ajouté définitivement point d'interrogation. Pourquoi? J'ai dit que ça, c'est aux pacifiens de répondre. Parce que les jeunes leur ont donné le pouvoir. Est-ce que maintenant, ils vont l'exercer de sorte que ça soit définitif, ou ils vont aménager une porte qui pourrait permettre à... bon, je ne dirais pas système, mais au résidu du système, de se refaire une santé et de penser pouvoir revenir. C'est aux pacifiens de répondre à cette question. Ce n'est pas à moi. Donc, moi, comme j'ai dit, je me suis débrouillé pour que les états d'âme, ce que je pense, ce que je souhaite, peut-être qu'à certains points, vous trouverez que j'ai été super méchant avec Macky Sall, mais je n'ai pas dit plus qu'il n'en a fait. Je n'ai pas dit plus qu'il n'en a fait. En tout cas, ce qui est... Ok. Ce qui est constat, moi que on a tout juste voulu retranscrire ce qui s'est passé avec une certaine analyse des faits, des événements, puisque je considère que tout ce qui s'est passé au Sénégal dernièrement était allé au-delà de la politique. Il n'était plus question, tout simplement, de se dire que j'ai été, me mettant à la place de Macky Sall, j'ai été élu en 2012 de la plus belle des manières, donc je ne ferai pas moins qu'Abdoulaye Wade, je vais organiser une élection à l'issue de laquelle je féliciterai le vainqueur qui sera mon remplaçant. Macky Sall a, choisi, Macky Sall a choisi autre chose. Il s'est véritablement donné le pouvoir de pouvoir nous choisir un successeur qui n'est autre que Karim Wade, grâce à Ousmane Sonko, soutenu par les jeunes. Ce projet-là est tombé à l'eau puisque les jeunes ont pris le pouvoir et l'ont confié à Bassirou Diomaye Faye. Merci beaucoup.